tu réserves, d'accord. Donc, on avance, alors on va passer au Fabricio qui va nous faire le diabète en 5 minutes, donc il n'y a pas de problème, c'est un grand simplificateur. Voilà, donc le diabète en 5 minutes. Donc effectivement, c'est un problème en fait qui est extrêmement important parce que le diabétologue va et doit intervenir en fait, en particulier au tout début de la prise en charge. Alors déjà, pour vous signaler en fait que j'ai travaillé avec des labos pharmaceutiques, mais que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les labos pharmaceutiques du diabète ne s'intéressent pas en fait à la chirurgie bariatrique, mais ça pourrait arriver. Et donc moi, j'ai pas de lien d'intérêt en fait particulier pour le contenu de cette présentation. Alors en fait, dans mon expérience et dans celle de beaucoup de collègues, je pense que la phase la plus grave dans l'évolution du diabète, c'est le tout de suite après l'opération. Parce que pour l'instant, même s'il y a une littérature qui veut proposer des algorithmes de prédiction de l'évolution du diabète, moi pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas encore d'algorithme suffisamment précis et que donc l'évolution post-opératoire immédiate d'un diabète de type 2 est variable, imprévisible dans sa cinétique et sa puissance, c'est-à-dire que beaucoup de facteurs entrent en jeu. Effectivement, les techniques chirurgicales vont modifier parfois très très vite le diabète. Et il y a en fait, quand même, dans notre pratique, on voit bien que les chirurgies de type malabsorptive vont avoir une répercussion très très rapide en fait sur le diabète, mais indépendamment du poids, là c'est plutôt le changement anatomique qui va opérer. Et puis il y a le patient. Il y a le patient et son diabète, la durée de diabète, le niveau d'hémoglobine glyquée. Un patient qui a 10% d'hémoglobine glyquée depuis 10 ans ne va pas se comporter en post-opératoire comme un patient dont l'hémoglobine glyquée a augmenté progressivement au cours du temps. Il y a celui qui a beaucoup de traitements, voire de l'insuline, et celui qui a juste de la metformine. Donc tout ça, en fait, fait qu'il est difficile de prévoir ce qui va se passer. Et surtout, je l'ai constaté, comme beaucoup de collègues, on peut avoir une normoglycémie obtenue dès 48 heures post-opératoire, et ce qui veut dire que le patient passe de 2 grammes à 0,80 g brutalement, et en fait il y a dans notre expérience un risque d'aggravation des complications non stabilisées, c'est-à-dire par exemple des rétinopathies proliférantes peuvent s'aggraver parce que vous corrigez brutalement la glycémie, et donc ça veut dire que dans le bilan préopératoire, il faudra attendre que toutes ces complications soient stabilisées, prises en charge, par exemple par l'ophtalmo, avant de proposer la chirurgie. Et donc le risque, c'est quoi? C'est l'hypoglycémie iatrogène par non-adaptation du traitement hypoglycémiant dans un diabète qui va s'améliorer rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire grand malaise, urgence, nécessité de resucrage, et le risque, c'est que si le terrain est fragile, en particulier des patients qui ont des problèmes coronariens, il y a un risque de mortalité au cours de ces épisodes d'hypoglycémie qui là ne sont pas les hypoglycémies post-bypass, c'est pas ça, c'est l'hypoglycémie induite par des sulfamides qui ont été poursuivis, induite en fait par des médicaments qui vont plonger la glycémie pendant longtemps dans un bas niveau, et là en fait c'est exactement ce qu'on a vu dans des études où on a voulu corriger trop rapidement le diabète et on a eu de la mortalité. Et donc, à mon avis, la solution, une des solutions proposées, c'est que il faut éduquer le patient à l'hypoglycémie. Certains patients qui vont être opérés n'ont jamais eu d'hypoglycémie de leur vie, parce qu'ils sont diabétiques de type 2, sous comprimés, ils n'ont jamais observé de période de normoglycémie. Et donc, il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre aussi comment se resucrer, il faut qu'il ait un lecteur. Il n'est impensable d'opérer un patient diabétique sans lecteur de glycémie. Ça, c'est impensable. Il doit faire des glycémies, ce qui veut dire que quand il va à la pharmacie, il ne faut pas que le pharmacien dise « je vous rationne les glycémies parce que vous êtes diabétique de type 2, etc., etc. » Et puis, le diabétologue doit être averti de la date opératoire. Et donc, dans cette période aiguë, premièrement, soit on a une structure où il y a toujours un diabétologue sur place, eh bien, un patient opéré, c'est un avis diabéto comme les autres, en néphro, en cardio, on va le voir. J'ai fait ça pendant des années, en fait, à Bichat. Ça permet de changer le traitement avant la sortie. Soit on a une structure sans diabétologue, il faut anticiper. À mon avis, le plus simple,
On enlève tout ce qui est hypoglycémiant fort, comme sulfamide, au profit de comprimés moins hypoglycémiants, metformine, inhibiteur de DPP4. Et on dit aux patients, vous retournez voir votre diabétologue habituel avec un carnet de surveillance de glycémie, puisque là, pas la peine de faire des prises de sang. Ça ne va pas bouger tout de suite, c'est des glycémies qu'il faut. Et en fait, rapidement revoir le diabétologue habituel qui est donc prévenu. Plus tard, un avis diabéto à 6 semaines, 3, 6, 9 et 12 mois, mais ça peut se faire aussi à distance. On peut tout à fait demander aux patients de nous envoyer par mail en fait ces glycémies et avoir une glycémie avoir un taux d'hémoglobine glyquée en fait qui colle avec ces analyses, puisque c'est tous les 3 mois. Voilà, à long terme, quelques problématiques, en fait, c'est les hypos, même sans traitement, mais ça, c'est plus tard, en fait, ça, c'est le problème des hypos post-chirurgie. La récidive du diabète, à mon avis, quand le patient reprend du poids, on sait, en fait, que le diabète peut revenir. Donc, hémoglobine glyquée 1 fois par an à vie. Poursuivre le suivi des complications, même quand le diabète est guéri. Et puis, il y a le problème de la grossesse. Une femme peut développer un diabète gestationnel, même si son diabète a été guéri en fait auparavant. Donc on pourrait imaginer un avis diabéto 1 fois par an. Et puis pour finir, la nouveauté, c'est qu'on commence à faire de la chirurgie bariatrique pour le diabète insulinodépendant. Ça, c'est complètement un autre monde. Là, il faut un avis diabéto extrêmement vigilant en fait. Donc ces patients, on va en reparler plus tôt dans la discussion. Et le risque là, c'est qu'on arrête les insulines en fait parce qu'on pense à un diabétique de type 2. Et donc le risque, c'est l'acidocétose avec son risque vital. Ce patient-là, on l'opère parce qu'il a une obésité qui pose problème. Et lui, on ne pourra pas lui enlever l'insuline. Et donc il va rester en post-opératoire dans la surveillance habituelle, c'est-à-dire des glycémies capillaires tous les jours, l'hémoglobine glyquée et un bilan de complications 1 fois par an à vie. Ça, c'est quelque chose de tout nouveau et qui est en train d'émerger. Je vous remercie pour votre attention. J'ai un peu dépassé. Pas trop, pas trop. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. 2 commentaires sur ce que tu disais pour le diabète de type 1. Effectivement, nous, on a regardé 11 patients type 1 opérés et il y a finalement plus d'hypo à 6 mois. Donc la période première année précoce est quand même une situation quand même à risque. Alors, pas d'acidocétose parce que voilà, on a fait attention dans la période périopératoire, mais il y a des risques quand même d'hypo sur la première année. Il faut une adaptation des doses, donc comme tu le disais, vraiment un suivi diabéto et une éducation du patient, même avant la chirurgie. Voilà, peut-être sur l'insulinothérapie fonctionnelle, avec des modifications substantielles des effets après chirurgie. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, par rapport à la récurrence de certains diabètes sur le long terme, on en voit. Quand on revoit les patients 5-6 ans après une chirurgie, le diabète réapparaît. Et là se pose, je trouve, finalement, quel traitement? On n'a pas du tout de recommandations par rapport à ça. Comme tu disais, finalement, les labos s'intéressent assez peu à ça. Mais est-ce que la place des agonistes GLP-1, la place des inhibiteurs des PP4 après une chirurgie, après un bypass, on fait tous un peu des choses dans notre coin, mais peut-être qu'effectivement, c'est des sujets de réflexion qu'il va falloir qu'on mène ensemble, quoi. En fait, la question, c'est est-ce que ce diabète qui revient, est-ce qu'il est identique au diabète qui était avant, en fait? Est-ce que finalement, voilà, un peu de metformine va tout régler, parce que quand même le patient a eu la chirurgie qui lui a donné des bénéfices? Est-ce qu'il faut aller plutôt vers des médicaments comme les analogues de GLP-1 qui pourraient aussi participer à mieux gérer le poids, en fait? Voilà. En tout cas, le sentiment, c'est qu'il y a une problématique d'hypoglycémie, en fait, post-chirurgicale, qui globalement n'est pas énorme, mais qui existe. Il faut faire attention à cela. Et que parmi notre panel de thérapeutiques, c'est sûr que les sulfamides d'action longue sont les plus pourvoyeurs d'hypoglycémie, mais chez tout le monde, même chez des patients en fait non opérés. Et donc peut-être que là, une précaution d'emploi serait de dire on va privilégier les molécules moins hypoglycémiantes. Et ça, on en a en fait, qu'on connaît bien. Le diabète de type 1, il ne faut pas opérer un diabétique de type 1 sous prétexte que son hémoglobine glyquée ne va pas. Voilà. En fait, il faut que le patient, il sache manier son insuline, il faut qu'il soit parfaitement éduqué, il faut vite en fait changer les doses d'insuline en post-opératoire. Mais on a des patients qui étaient obèses avant le diabète de type 1, ils ont développé le diabète de type 1, et puis après, on les met sous insuline et leur obésité peut s'aggraver.
Et là, il y a une petite niche de patients, en fait, qui ont bénéficié, commencent à bénéficier de la chirurgie bariatrique, mais il faut rester prudent. Et il ne faut pas, en fait, surtout opérer de patients qui, après, se retrouvent vraiment à se dépatouiller tout seuls avec les insulines. Là, le rôle du diabétologue est vraiment primordial. Plus de questions? Une dernière question, alors. Je crois qu'il faudra être vigilant par rapport au diabète de type 1. J'ai lu cette semaine le papier d'Obesity Facts de 2013, qui est le papier de l'EASO et de l'IFSO, qui exclut de la chirurgie les patients avec des anticorps positifs ou des C-peptides négatifs. Donc je crois qu'il va falloir protéger un peu cette indication-là, parce que l'exclusion ne me paraît pas justifiée. Voilà, ça c'est des choses en fait qu'il faut sur lesquelles il faut réfléchir, hein, puisque des patients ont déjà été opérés. Hein, donc il faudrait peut-être que les centres qui ont eu des patients opérés puissent mettre en commun en fait leurs données, qu'on voit ce que sont devenus les patients en fait, pour savoir si effectivement il y a eu ou pas. Voilà, sur l'indication de l'obésité, peut-être aussi sur l'indication de l'hémoglobine glyquée, une vraie amélioration, ou alors au contraire une multiplication des problèmes. Il faut de toute façon dans la discussion chirurgicale qu'il y ait des bénéfices qui soient indépendants du diabète. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on a opéré, c'était parce qu'on attendait un bénéfice sur l'amélioration fonctionnelle et pas du tout sur le diabète, voilà, c'est parce clair. qu'on raisonne sur un patient qui a une obésité importante avec des complications, mais qui, entre guillemets, malheureusement pour lui, est obligé de faire l'insuline tous les jours, toute sa vie, qui peut participer à la progression de l'obésité. C'est-à-dire c'est un facteur en plus de progression de l'obésité pour ce type de patient, mais avec un profil particulier. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Hein. Le profil du diabétique insulinodépendant, il est mince, voilà. Là, c'est un profil particulier de patient. Bien, on avance. Pendant qu'on change le truc, si on vous rejoint vos trois commentaires, est-ce que le... 16, réunissant les 11, les 7, les 9, et donnant ça pour défendre le truc Patrick, là, ce serait quand même pas mal, assez malin.